Azilis parmi nous pour mener cette table ronde. Nous allons accueillir Christian Albuisson de Breisalba en Écosse. Nous allons également accueillir Isabelle Kerdudo, Argentelle Kerdudo, Braise Galissa. Non, parle l'italien, mais pas l'espagnol, ni encore moins le galicien. Frédéric Jacques, les amis de la Bretagne en Slovaquie. Ahoy. Je connais un mot, hein. Ahoy. Olivier Ledoux, à nouveau, pour l'Union des Bretons de Belgique. Jocelyn Legal, pour Braise Air. Catherine Gagneux, fête de la Bretagne à Galway, et consul de France honoraire. Et je vous souhaite une excellente table ronde. À tout de suite. Alors, juste avant de partir complètement sur le territoire européen, je voulais juste rajouter un petit mot pour dire que là, on parle des diasporas en Amérique, puis maintenant en Europe, mais il y en a bien sûr un peu partout, des associations de Bretons à l'étranger, en Chine, en Australie. Là, on a décidé de se concentrer sur les cousins d'Amérique parce que c'est la thématique de cette année, et sur l'Europe parce que vous n'êtes pas loin, ce qui est quand même pratique. Peut-être pour commencer, est-ce que vous voulez chacun présenter votre association et nous dire un petit peu comment elle a été créée? Merci. La première chose que je voulais dire en venant ici aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à la mémoire d'Alex Salmond, qui est l'ancien Premier ministre d'Écosse, avec qui j'étais venu à Lorient en 2017. Et on avait passé un moment extraordinaire qui a permis d'avoir des liens pour moi très forts avec la Bretagne. J'avais déjà des liens. J'étais déjà venu en fait au festival en 1982. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés peut-être, mais depuis ce voyage, j'ai été en contact régulier avec la région Bretagne et mon collègue Jean-Christophe Denis, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui parce que tous les vols ont été annulés il y a quelques jours en Grande-Bretagne. Jean-Christophe, donc, que je connaissais, est venu me voir, il m'a dit voilà le projet que j'ai. Et en tant qu'élu, puisque je suis un élu de toute manière je pouvais, nous avons créé cette association il y a maintenant, ça fait seulement en fait que 18 mois qu'on a lancé Breisalba, donc c'est encore une association très jeune. Et je suis heureux de pouvoir bénéficier de l'expérience de toutes les personnes qui ont parlé aujourd'hui. Voilà donc une association qui n'a pas pour but de rassembler seulement les Bretons d'Écosse, mais aussi tous les gens qui aiment la Bretagne et particulièrement les Écossais. Isabelle, très bien. Bonjour. Bien, nous avons beaucoup en commun puisque nous non plus, nous n'avons que 18 mois de vie. Donc nous sommes nés en 2024 et nous rassemblons également non seulement les Bretons et Bretonnes de Galice, mais aussi tous les amis qui sont très nombreux puisqu'il y a un intérêt très important donc pour la Bretagne, sa musique, ses danses, la culture, la langue, comme on verra tout à l'heure aussi, et donc de façon générale ces relations intenses qui existent depuis très longtemps déjà. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait des Fesnos. Mais faire l'association, ça a facilité ou possibilité aussi de faire plus grand, non? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Donc l'association Les Amis de la Bretagne en Slovaquie que je représente n'a que 2 ans. Mais l'action de promotion de la Bretagne en Slovaquie date déjà de nombreuses années. Je calculais ce matin dans ma tête en venant ici au Palais des Congrès. Ça fait 28 ans que je suis en Slovaquie. Et donc 28 ans. L'histoire a commencé en fait, j'ai fait mon service national à Bratislava. Juste en face, il y avait un pub irlandais dans lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et puis pour animer les soirées, j'ai commencé à chanter. Et ça m'a donné l'idée de fonder un groupe de musique celtique, Celtieg, qui a disparu maintenant. Mais mon deuxième retour en fait en Slovaquie en 2002, j'ai fondé un autre groupe de musique bretonne, cette fois, Loran, qui donc a fêté ses 20 ans. Donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et donc l'occasion pour marquer l'événement, on a fondé l'association Les Amis de la Bretagne pour donner en fait une nouvelle impulsion, donner plus de visibilité, un cadre institutionnel à notre action. Ça nous a permis de toucher aussi un public plus large. Voilà.
merci. De Matteo. Donc merci à tous d'être là et puis d'avoir organisé aussi cette journée. Donc merci vraiment. L'association Brezera est une association qui existe depuis 2002, qui était à l'origine un regroupement de Bretons à Dublin, dont Yann Rivalet peut-être quelque part ici, juste devant moi en fait, et je le vois, et qui était aussi une des personnes qui s'était intéressée en tant que Breton à l'étranger. Mais l'association n'est pas officiellement enregistrée, il n'y a pas encore d'association à but non lucratif. Et c'est en 2008 que l'association est devenue officielle, donc enregistrée auprès donc du gouvernement irlandais, et donc dont je suis maintenant le président depuis 2012. Donc c'est plus de 80 musiciens qui se sont produits donc dans différents endroits avant que Galway s'émancipe un petit peu, on va dire ça comme ça, et puis donc avait pour vocation de faire la promotion de la Bretagne, de son histoire, de sa culture, et bien évidemment de faire connaître nos musiciens et pouvoir aussi les exporter. Alors exporter des musiciens, c'est aussi grâce à la contribution de la région Bretagne qui nous a permis de pouvoir faire évoluer cette association, et puis donc on continue avec des projets. Donc voilà, donc je voulais simplement aussi remercier ceux qui étaient à l'origine de Brezera. Quand je suis arrivé en 2006 en Irlande, c'était un autre Jocelyn qui était il y en avait un deuxième qui venait d'arriver, et puis petit à petit les groupes se sont formés, puis se sont déformés puisque les gens rentrent un petit peu au bercail, comme on dit, rentrent en Bretagne, et d'autres continuent pour ceux qui sont encore dans le pays. Donc voilà, donc un grand merci à tous ceux qui participent au fonctionnement de Brezera, avec tous les groupes qui sont venus nous rejoindre donc ces dernières années. L'Union des Bretons de Belgique, par rapport aux associations, est plutôt une vieille dame, pas encore une vieille dame, elle a 55 ans. Ça veut dire aussi que on a parmi nous un membre qui était son premier secrétaire et qui est maintenant un vieux monsieur. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que traverse une association en 55 ans, une amicale comme ça. C'est aussi des périodes d'endormissement, de réveil, et comment elles dépendent parfois d'une personnalité ou de deux personnalités qui vont soudain insuffler une dynamique, recréer tout. Et puis, la personne s'en va parce que en Belgique, il y a énormément de renouvellement, de turnover chez les Bretons. On vient pas pour toute sa carrière ou pas souvent. Et donc, ça se rendort, et parfois ça se rendort pendant presque 10 ans avant que quelqu'un d'autre arrive. Et on a même dans une communauté il doit y avoir quelque chose comme 20 000 Bretons. On a malgré tout beaucoup de mal à rassembler une masse critique suffisante pour que il y a un roulement permanent. Là, on a de la chance, ça fait 15 ans que ça tourne, mais on voit aussi que le nombre peut baisser par moment. Donc il y a avec cette perspective de temps un avertissement aussi peut-être pour soyez conscients que les dynamiques parfois, elles s'affaissent, elles se brisent. Bonjour à tous. Donc je suis Catherine Gagnu, j'habite à Galway, et donc notre approche est un petit peu différente de ce que vous avez pu entendre parler. En fait, nous, on est un comité de jumelage. Le comité de jumelage entre Galway et Lorient est le premier comité de jumelage qui existe entre la France et l'Irlande. On fête cette année nos 50 ans, donc c'est mon deuxième voyage à Lorient cette année. On a eu d'autres détours également. Donc en fait, l'idée est partie du fait que moi j'ai repris le comité de jumelage parce que, voilà, comme beaucoup de personnes l'expliquent, tout tourne autour du bénévolat, et à un moment donné, les gens passent à autre chose. Et puis, je voulais faire attention à ce que, justement, ce jumelage entre Galway et Lorient, qui approchait à l'époque les 50 ans, ne se perde pas. Donc, j'ai repris le jumelage. Et une des choses que je voyais, c'est que autant à Lorient et en Bretagne, on avait, une bonne compréhension et puis un accueil très chaleureux vis-à-vis de l'Irlande, parce qu'il y avait une bonne connaissance de la culture irlandaise, que du côté de Galway, il n'y avait pas forcément une très bonne connaissance de la culture bretonne, et que les choses
les échanges ne fonctionnaient pas aussi bien qu'ils ne pouvaient. Et donc j'ai mis un peu le doigt là-dessus en disant voilà, je pense qu'une des raisons c'est parce que nos amis irlandais de Galway ne connaissent pas assez la culture bretonne et ne mettent pas assez en valeur un petit peu les points communs celtes qu'ils ont, surtout entre l'Irlande et la Bretagne. C'est évident pour nous, mais c'était pas forcément évident pour les Irlandais. Donc de là est venue l'idée d'essayer d'apporter un peu plus de Bretagne auprès de Galway, et avec l'aide de la région Bretagne et de Yann. Donc Yann, on mentionne ton nom beaucoup, mais avec de bonnes raisons. On a décidé en fait de dire on va faire une fête de la Bretagne à Galway. Et donc on a commencé ça pendant Covid. On trouvait que c'était une bonne idée de faire ça pendant Covid. Enfin bon, toujours est-il, c'est que d'année en année, ça prend un peu plus. Alors c'est pas une fête 100% bretonne, donc c'est plus, on va dire, irlandais, celte et breton, mais ça permet aux Irlandais de Galway de devenir plus curieux par rapport à la culture bretonne, et puis de dire mais tiens, nous on a ça en commun, donc c'est la façon dont on évolue. Là, vous parlez des événements qui sont organisés de la fête de la Bretagne, c'est quelque chose qui est commun à toutes les associations là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu donc ces fêtes de la Bretagne, à quoi elles ressemblent à chacun de vos endroits, et surtout quels autres événements il peut aussi y avoir sur l'année en parallèle de cette fête de la Bretagne, en parallèle des Fest-Noz peut-être qui commence. J'ai le micro, je vais commencer. Oui, nous avons commencé à organiser ces fêtes de la Bretagne. Ça a été un des premiers objectifs, en fait. Et mon collègue Jean-Christophe est un très grand amateur de danse bretonne. Donc, il organise des ateliers aussi de danse bretonne et des Fest-Noz. On en a fait à Édimbourg, on en a fait à Glasgow, récemment à Dundee. Donc, mais on touche que la ceinture industrielle, si je peux dire, du sud de l'Écosse. Donc, pour le moment, on est focalisé là-dessus, mais avec l'intention de faire d'autres choses. Et notamment, peut-être d'organiser davantage de choses, peut-être en direct, même avec l'Internet, avec la communauté bretonne en Écosse. Le problème, c'est que la communauté bretonne en Écosse, elle est répartie sur toute l'Écosse. C'est un grand territoire. Moi, j'ai la chance de couvrir ce territoire parce qu'en tant qu'élu, je rencontre les communautés françaises à travers l'Écosse, et notamment les Bretons. Donc, j'en ai rencontré dans les îles Orcades récemment, à Aberdeen, Édimbourg et Glasgow, évidemment. Donc, pour le moment, comme je le disais, c'est vraiment orienté danse, Fest-Noz et crêpes. Mais l'idée, c'est de faire d'autres choses et de faire venir aussi davantage peut-être d'auteurs et d'artistes bretons en Écosse. Et en tant qu'élu, j'utilise mon indemnité d'élu pour sponsoriser ces événements. Bien, pour notre part, comme un de nos buts, c'est de diffuser la culture et la musique et aussi la langue bretonne. Donc nous avons publié un livre qui est un manuel de langue bretonne en galicien, que tu peux montrer là, qui est à l'extérieur à la vente si ça vous intéresse. Pour un prix modique de 12 €. Et donc nous l'avons présenté à l'occasion de la fête de la Bretagne, et comme ça coïncidait aussi avec le Dia das Letras Galegas, qui est le jour des lettres galiciennes, où il y a une grande manifestation pour la langue avec des milliers de personnes dans la rue, eh bien nous avons en même temps ce matin-là fait 1 kilomètre symbolique de Aredadek. Donc, la course pour la langue bretonne. La course pour la langue bretonne, voilà. Donc nous avons acheté 1 kilomètre symbolique à Lannion, qui a été couru sur le Légué par d'autres personnes avec des pancartes pour la langue galicienne. Et nous, pour notre part, donc à Saint-Jacques-de-Compostelle, nous avons couru 1 kilomètre de Aredadek avec la participation active des écoles Semente, qui sont des écoles en immersion de langue galicienne, qui sont des associations, des écoles qui sont en train de naître depuis quelques années, en train de se développer. Et donc, en fait, la fête de la Bretagne a consisté dans ces différents événements. Alors, la fête de la Bretagne en Slovaquie, ça a commencé en fait avant la fête de la Bretagne. On a lancé le concept de Braze-Noz. Donc l'idée, c'était de présenter d'autres choses que la musique, de présenter la Bretagne différemment. Et donc l'idée, c'était de faire une sorte de veillée bretonne moderne, donc avec un concert bien sûr du groupe Roran. Et en plus de ça, donc des cours de danse bretonne. Donc on a souvent appelé Anna, qui nous a rejoint de Brno en République tchèque,
pour apprendre en fait aux Slovaques à apprendre les danses. Dégustation bien sûr de galettes et de crêpes, de cidre, etc. Et puis donc on a invité un deuxième groupe qui n'était pas forcément de musique bretonne, mais pour montrer un petit peu aussi l'esprit d'ouverture de la Bretagne. Et donc quand la fête de la Bretagne a été lancée en 2009, on s'est inscrit et on s'est inscrit dans cette programmation internationale avec beaucoup d'honneur. Et on a également lancé le défilé de la Saint-Yves, le défilé de cornemuse. Alors c'est pas des biniou-bras comme en Bretagne, c'est des cornemuses médiévales qui est en fait l'ancêtre du biniou-bras. Et donc on était au début une dizaine de sonneurs à traverser la vieille ville, donc derrière le Gouanadu. Donc chaque année, c'est devenu une tradition, le 19 mai à 18h, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, on se retrouve près de la fontaine et Yann, qui nous a fait l'honneur de sa présence l'an dernier, a pu constater ça avec une session avec le groupe Autridal qui a participé aussi à cet événement. Donc voilà, la fête de la Bretagne, c'est en 2 temps, donc la Braise Nose spéciale Goël Braise et puis donc le défilé. Mais c'est vrai que la Braise Nose était organisée sur les fonds de la billetterie. Donc, avec le problème d'inflation galopante en Slovaquie, on était vite coincé, on était asphyxié. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a fondé l'association sous l'impulsion de Yann. Donc, merci Yann, parce qu'on a vraiment pris une autre dimension maintenant. Et grâce à ça, on a pu aussi bénéficier de sponsoring. Donc, c'est par le côté prestigieux, en fait, d'avoir la région Bretagne comme partenaire, ça nous a permis de rebondir et de convaincre d'autres partenaires locaux. Tu évoques ce défilé qui a lieu. Qu'est-ce qui se passe dans la rue quand vous défilez comme ça? J'imagine que ça doit créer pas mal d'interrogations quand même. Il y a beaucoup d'interrogations. Alors, Bratislava, c'est pas une grande ville aussi attirante que Vienne, que Prague, mais il y a beaucoup de bateaux qui s'arrêtent, vraiment beaucoup de touristes, et les gens s'arrêtent, sont interloqués par ils voient le Gouanadu, ils savent pas ce que c'est. Donc maintenant, on distribue des petits tracts pour expliquer aussi aux gens, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'expliquer, mais j'imagine que certaines personnes rentrent avec des vidéos dans leur pays en se disant ils ont rencontré la culture traditionnelle slovaque, mais non, c'est pas le cas. Voilà, donc ça fait toujours plaisir de voir les sourires, et puis la surprise aussi dans les rues de la vieille ville. Voilà, chaque année, on fête la Saint-Yves. Alors, nous, la fête de la Bretagne, en fait, elle est un petit peu ancestrale en Irlande. On a commencé avec la Goël Erwan, donc qui était nos débuts de Fesnos. J'étais pas encore là, arrivé en Irlande à cette époque-là. Ils avaient commencé, donc ça se faisait. En fait, ça se faisait à Galway aussi, et à Galway, à Dublin, Cork, Limerick, Belfast. Donc Brazier était assez étendu. Et puis on a évolué de la Goël Erwan à la Festive, qui était après l'évolution de la Goël Erwan, et puis après donc de la fête de la Bretagne. Dans tous les cas, la diversité dans les pays d'Europe, je pense, où on est, elle est importante, parce qu'elle permet aussi de pouvoir faire évoluer la culture bretonne, non pas simplement en Bretagne, mais aussi dans ces pays, je dis Europe, mais dans le monde, au final, qui permet donc de pouvoir faire évoluer la culture, la faire connaître, la développer avec des gens qui sont passionnés aussi. Comme tu l'as souligné, dans nos associations, on a des hauts débats. C'est comme ça. On a évolué, on a rebaissé, puis on reprend. Voilà, c'est pas du manque de dynamisme. Il y a des gens qui partent, ils sont plus là, puis des fois pour remplacer, c'est pas toujours facile. Mais dans tous les cas, il y a toujours cette volonté de pouvoir continuer à faire quelque chose. Et puis on a par exemple, même la Covid ne nous a pas arrêtés, puisque on avait organisé un Fesnos en ligne. Alors, c'était notre premier. On n'avait jamais fait ça. Alors comment on fait un Fesnos en ligne? Quand on a un masque et qu'on doit rester chez soi, qu'est-ce qu'on fait? Et puis on avait décidé de le faire. D'ailleurs, je ne sais pas si Brigitte Loirec est par là, mais elle a fait partie de notre programme aussi de chant et de danse. Et puis on avait décidé de faire ça dans un pub. Alors en ligne dans un pub avec 2 personnes. Voilà. Et on était très surpris d'avoir eu 10 000 vues ce soir-là. Et c'était notre record d'audience dans cette fête de la Bretagne. Et c'est un des plus beaux souvenirs, même si la Covid est difficile pour beaucoup de gens, mais c'était un de nos plus beaux souvenirs en termes de Fesnos. Donc il y a des possibilités qui existent. La créativité, je pense qu'elle est importante dans nos associations pour pas mourir en fait dans nos associations. Et puis d'avoir les gens avec nous pour continuer à aller de l'avant. Et voilà. Donc c'est vrai que les Fesnos, la culture bretonne, la langue aussi. Quand on a la possibilité de faire des cours de breton, on en a fait aussi.
également, des danses bretonnes à Dublin, à peu près tous les 15 jours le dimanche à Dublin, c'est toujours possible. Donc voilà, avec des équipes qui nous aident, qui des fois ne sont pas forcément des Bretons aussi, il faut le dire. Des fois on a des Italiens qui jouent de la musique bretonne, et c'est là qu'on arrive quand même à continuer à mettre des événements en place. Voilà. Pas de festive ou pas de fête de la Bretagne à Bruxelles. Ça s'est fait il y a 25 ans, mais à l'heure actuelle, on ne le fait plus. On a d'autres activités. L'année dernière, on a relancé les cours de langue bretonne. Ça s'était pas fait, on l'avait pas fait depuis les années 80. Ça fonctionne bien grâce à nouveau à l'aide de Yann Rivalin. Merci Yann. Oui. Donc, il faut dire aussi que l'activité musique et danse n'est pas assurée par l'Union des Bretons de Belgique, mais par le cercle celtique Triskel, parce que les associations connaissent aussi des scissions. Ça fait partie de l'histoire. Ça s'est passé dans les années, à la fin des années 70. Ça reste des proches amis, et beaucoup de membres sont membres en fait des deux associations. Mais on laisse la musique et la danse au cercle celtique Triskel. Donc les activités de l'Union des Bretons de Belgique, c'est plutôt dans le domaine gastronomique, convivial. On fait aussi effectivement le concours du meilleur Cunyaman, et puis culturel avec donc la langue bretonne et des conférences, des événements de cette nature-là, des rencontres et des sorties. Et il y a aussi ce livre que tu as écrit sur les Bretons de Belgique. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Alors, voilà, excellent. Et en vente sur le stand de Jacqueline Lenaille qui vous a parlé ce matin. Elle vous fera peut-être un prix spécial. En fait, ce qu'il y a derrière ce livre, c'était la question comment toucher les Bretons de Belgique, parce que on avait une liste d'envois de centaines de personnes, et je me disais, on est certainement beaucoup plus nombreux, mais comment toucher ces gens-là ? On avait un site internet et c'est un consul général qui m'a dit mais vous avez accès à la liste des lecteurs de votre circonscription, et votre circonscription c'est les Français de Belgique. Et donc j'ai pris un peu de temps et puis j'ai demandé à ce qu'on me communique la liste des lecteurs, et c'était un DVD et en bricolant un peu on arrive à isoler les Bretons. Et à l'époque, en tout cas, le RGDP a beaucoup changé les choses, mais à l'époque, il y avait un trésor d'informations, y compris les emails, les dates de naissance, l'endroit où ils votent quand ils votent pas en Belgique, donc le centre d'intérêt, le lieu de naissance, la date de naissance, et donc tout un trésor statistique qui m'a paru. Je me suis dit, il y a de quoi en faire un chouette article certainement. Et puis en général, j'ai une maladie un peu spéciale, c'est je commence un article et ça devient un livre. Et donc, c'est devenu un livre, avec le fait que ça fait quand même maintenant depuis 94 que je me suis installé en Belgique. Donc, une bonne connaissance du milieu associatif breton, et puis la connaissance de gens qui y sont depuis encore plus longtemps que moi. Et puis l'habitude d'écrire sur l'immigration bretonne qui fait que je me suis senti quand même plutôt bien placé ou pas plus mal placé qu'un autre pour le faire, même si ça répondait pas vraiment à une demande en fait. C'est plutôt une marotte qu'autre chose. Mais l'idée c'était dans un premier temps, pouvoir toucher tous ces Bretons invisibles, parce que ça c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé frappant, c'est que finalement, en tout cas dans les dernières décennies, on est assez peu nombreux à s'engager dans le mouvement associatif, et les approches sont de plus en plus individuelles, et beaucoup de Bretons qui s'installent à Bruxelles ne ressentent absolument pas le besoin de se serrer les coudes, parce que le contexte est plutôt favorable en fait. Et puis ça n'est plus une aventure d'émigrer, c'est-à-dire dans les années 70, les routes n'étaient pas bonnes, on s'installait en Belgique, il n'y avait pas Internet, etc. On n'avait pas tous les réseaux d'information qui
facilite en fait les choses. Et donc c'était une aventure. Aujourd'hui, ce n'est plus une aventure. C'est Belgique, c'est juste la région d'à côté des Hauts-de-France. Donc il y a moins de besoins probablement. Et donc c'est beaucoup plus difficile de toucher. Pourtant, il y a 20 000 Bretons, mais on en touche 200. Quoi. Voilà. Christian, tu veux ajouter quelque chose à ça? Oui. J'étais pas sûr combien il y avait de Bretons en Écosse, et comme vous, j'ai consulté évidemment en tant qu'élu, j'avais accès facilement à la liste consulaire. Alors il n'y a que les inscrits. J'ai trouvé qu'il y avait des Bretons et des Français en général qui n'étaient pas inscrits. Mais il y avait plus de 5500 noms sur la liste, donc j'ai passé en revue toutes les communes pour trouver les communes bretonnes. Ça prend des heures, mais j'ai fini par trouver 300 Bretons en Écosse. C'est un chiffre minimal, bien sûr, ça prend pas en compte les enfants de Bretons qui ne sont pas inscrits évidemment. Beaucoup de Bretons aussi, y compris mon collègue Jean-Christophe, ne sont pas nés en Bretagne, mais ont des parents bretons. Donc, je pense que le chiffre de 300, par exemple, dans notre cas, c'est un minimum. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à recenser vous-même les Bretons dans vos circonscriptions respectives. Je suis surprise parce que nous, on se connaît comme ça, beaucoup parce que nous sommes professeurs de français pour étrangers, donc professeurs de FLE, donc nous nous connaissons, mais pour l'accès aux données, avec la protection des données, j'ai pas pensé qu'on pouvait avoir accès. Vous pouvez y avoir accès, mais je ne pense pas que vous ayez le droit de faire des mailings à partir de cette liste. Donc il faut toujours vérifier les conditions d'utilisation avec votre consulat. Mais c'est déjà une information qui est intéressante à avoir. Ce nombre, on en parlait ce matin notamment, l'importance des données pour pouvoir ensuite rassembler ces gens éventuellement. J'aimerais qu'on parle un petit peu des jumelages. On l'a évoqué rapidement un petit peu plus tôt. Donc côté irlandais plutôt, donc que ce soit à Galway ou à Cork, donc il y a 2 jumelages, donc Galway avec Lorient, Cork avec Rennes. Et quand on a échangé en préparant la rencontre, vous m'avez tous les deux évoqué le fait que organiser ces fêtes de la Bretagne, ça participe aussi à renouveler ces jumelages, ou en tout cas à trouver de nouvelles personnes qui sont intéressées par ces jumelages. On a souvent une vision peut-être un peu vieillotte des jumelages. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ils ressemblent aujourd'hui? Alors, je vais vous le dire, notre jumelage, enfin celui de Galway, on a une année exceptionnelle puisqu'on fête nos 50 ans, mais notre jumelage marche très très bien, à tel point que le festival est en train de célébrer notre jumelage. Donc, si vous regardez dans le programme, vous allez voir le logo de Galway-Lorient qui est associé. On a dit que le festival nous fait des clins d'œil pendant le festival. On a par exemple 14 joueuses de football gaélique qui vont venir la semaine prochaine. Dimanche, on a 2 élèves de l'université de Galway qui vont venir participer au forum de la jeunesse celte. On a plusieurs musiciens et groupes qui sont déjà venus au festival de Lorient, et certains qui viennent cette année encore une fois de plus. Et tout ça, c'est à l'initiative du jumelage. Alors c'est vrai que le mot jumelage ou le mot twinning est un peu démodé, mais bon, à défaut de le changer, on va essayer de lui donner un nouveau sang, on va dire quoi. Mais donc même une fois de plus par rapport, parce qu'on est en plein dans le cœur du festival, et c'est vrai que là on a réussi à faire quelque chose de bien avec la fête de la Bretagne et le jumelage, c'est qu'on a réussi à associer non seulement la région Bretagne, mais également les municipalités qui sont impliquées dans le jumelage. Donc ça veut dire que au fil des années, enfin des dernières années, parce que ça a pris du temps, c'est pas arrivé comme ça sur un claquement de doigts, on est arrivé à ce que la ville de Lorient et la ville de Galway disaient mais ce que vous faites ça marche, on va vous financer, on va vous aider. Et donc c'est là où, comment dirais-je, on arrive à avoir un jumelage et à avoir des activités qui mettent en valeur les valeurs irlandaises du côté irlandais, de Galway, et les valeurs bretonnes du côté de Lorient, mais pas que évidemment. Et c'est là où finalement on arrive à un mariage qui fonctionne bien. Je vais vous donner même Charles parlait de bière tout à l'heure, donc là si vous allez sur le festival, vous allez trouver, on a fait pour le 50e une cuvée spéciale de whisky, et là au mois de mai, enfin fin avril début mai, le biche est venu de Lorient jusqu'à Galway en transportant un fût de bateau de Galway, et qui a vieilli en mer. Et donc là il n'y a que
juste quelques bouteilles que vous pouvez acheter au festival cet été. Et en même temps, on a intégré la bière de Groix. Donc, pour les Lorientais, vous devez très bien connaître les bières. J'en parle parce que ce sont deux sociétés qui sont petites et qui nous ont énormément aidés. Donc, je leur fais beaucoup de pub. Et pareil, ils ont un stand au festival. Et donc, et la bière de Groix aussi, ils ont fait une bière avec comment dirais-je, les saveurs du whisky de Galway. Donc, on peut pas parler mieux en termes de jumelage. Enfin, si vous êtes amateur de whisky et de bière, on peut pas faire mieux. Donc voilà, mais pas que. On a intégré la jeunesse, on a intégré le linguistique. On a organisé des événements pour les enfants en leur apprenant des chants ou des comptines bretonnes. On a mis des adultes qui parlent le breton et qui parlent l'irlandais. On les a mis dans la même salle. On a fermé la porte à clé, on a jeté la clé, on a dit essayez de vous comprendre entre vous. Parlez pas un mot d'anglais, ne parlez pas français, ne parlez pas anglais. Donc on a essayé de voilà. Donc c'est pour nous à Galway, c'était une façon de dire voilà, essayez de mieux vous intégrer à vos racines celtes. Et je vois à la Galice, c'est vrai qu'il y aura peut-être quelque chose à faire dans ce sens-là, mais c'est vrai que et c'est là où le jumelage marche. Donc on a cette fête de la Bretagne, mais l'avantage qu'on a avec le comité de jumelage, c'est on n'a pas juste cette fête de la Bretagne. On arrive à faire maintenant des événements toute l'année. On a accueilli des stagiaires de Lorient, on a des stagiaires de Galway qui sont à Lorient, etc. Donc on a une continuité, on a quasiment quelque chose, quasiment tous les 2 mois ou tous les mois. Jocelyn. Donc moi je suis basé à Cork, donc le jumelage de Cork et de Rennes existe depuis 1982. Donc d'ici à 2 ans on passera aux 45 ans. Yann. Et donc on aimerait bien sûr évoluer des projets, mais les jumelages aussi, vous l'avez mentionné, mais c'est vrai, ils sont vieillissants. On va pas se le cacher. Hein, les jumelages, il y a encore des belles choses à faire. Encore faut-il la relève, c'est ça le plus difficile. Je te rappelle, Catherine, il y a eu ce colloque sur le bateau de la British au Pothaven, où justement on avait pu rencontrer tous ces comités de jumelage bretons pour dire c'est quoi l'avenir. C'est quoi l'avenir des jumelages? Juste pour revenir très rapidement sur Cork et Rennes, et je reviendrai après, mais on a des jumelages institutionnels, on va dire, des jumelages qui sont de ville à ville, donc où là, forcément, c'est souvent aussi plus facile pour aborder certains sujets qu'on pourrait pas forcément aborder en termes de jumelage associatif. D'accord. Si je prends le cas par exemple de Cork et Rennes, il y a eu des rencontres qui se font à peu près tous les 2 ans. D'un côté Cork qui va à Rennes et Rennes qui va à Cork, sur des sujets vraiment très spécifiques de ville à ville, mais qui intègrent aussi d'autres jumelages de villes, par exemple Swansea au Pays de Galles. Donc qui permet justement de discuter entre ces villes, de voir les possibilités qui existent dans ces villas, qu'est-ce que fait Rennes qui pourrait être utile à Cork et qu'est-ce que fait Cork qui pourrait être utile à Rennes. Et c'est ça aussi la force des jumelages, la force des jumelages de ville à ville. Après, dans le tissu associatif, notre contribution elle est importante puisqu'elle permet aussi, sur notre connaissance fine de cette ville-là, mais sur notre connaissance aussi de la Bretagne, de pouvoir justement peut-être instaurer des sujets qui sont nécessaires à ces deux jumelages pour pouvoir les pérenniser dans le temps. Brézère essaye justement de plus en plus, alors on parle de Cork et Rennes, mais les jumelages entre la France et l'Irlande, c'est plus de 150 jumelages. Entre la Bretagne et l'Irlande, c'est plus de 100 jumelages. Donc c'est dire le nombre de jumelages qui existent, et ça c'est uniquement qu'à l'échelle de l'Irlande, parce qu'on le retrouve aussi donc au Pays de Galles, en Écosse, oui, et puis d'autres qui étaient à l'origine de Polygue-Montjarret, etc. Donc oui, il y a des possibilités. Maintenant, la question est posée. Vous l'avez dit, on vieillit dans les jumelages, on aura tous les cheveux gris si on les a pas déjà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait demain? Et c'est là que Catherine a posé quelques exemples. Oui, il faut évoluer sur la mobilité internationale avec des jeunes, leur montrer que c'est possible de passer par des comités de jumelage et pourquoi pas les avoir un petit peu avec nous aussi, puisque ça c'est des sujets qui sont importants, la mobilité internationale. Et puis tous ces gens qui viennent aussi, qui sont en Bretagne et qui aimeraient faire des choses, et puis savoir demain comment on passe la main. Parce que il faut des nouvelles idées, des idées fraîches. Il y a peut-être aussi une sorte de millefeuille, des fois dans les jumelages qui existent, entre les fédérations, les confédérations, les associations. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire justement pour regrouper tout ça, et puis peut-être en fonction des jumelages, peut-être avoir des jumelages qui se rapprochent par rapport à des villes qui sont à l'étranger,
pour justement redynamiser un petit peu ce cadre-là, un petit peu des sortes de communautés de communes, on va dire ça comme ça, mais des communautés de jumelage, si je peux les appeler comme ça. Et puis peut-être qu'il manquerait aussi peut-être une fédération internationale des jumelages qui pourrait un petit peu regrouper sans que ça ajoute un millefeuille supplémentaire, mais de façon à concentrer les énergies, les forces de chacun pour faire évoluer les jumelages. Donc il y a des possibilités. Je pense qu'il faudra peut-être et là c'est à la région que je m'adresse, peut-être demain ouvrir la question des jumelages et comment on peut les faire évoluer demain. Pas forcément un jumelage d'amitié, puisque c'est souvent ça aussi, mais peut-être des jumelages qui vont permettre d'amener du sport dans les pays à l'étranger. On voit bien, par exemple, avec l'Irlande et Catherine est très au fait, mais on a beaucoup d'équipes de GA ici en France, en Bretagne, et pourquoi pas demain en envoyer davantage en Irlande, créer un championnat, même si on a bien sûr des équipes qui font partie de championnats, mais on a des choses à faire évoluer peut-être d'un point de vue bilatéral. Voilà, ce côté bilatéral Bretagne-Irlande, je pense, c'est nécessaire dans l'avenir. Côté Galice, il y en a aussi des jumelages, il me semble. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter un mot là-dessus? Oui, je peux peut-être citer le plus ancien, qui est Aspontes et Lesnevin, qui a plus de 50 ans. Il y a d'ailleurs des enfants qui sont nés de ce jumelage, des couples qui se sont créés donc il y a un certain nombre d'années et qui fonctionnent encore. Et le plus récent et très dynamique de Loctudi et Ribadeo, donc qui est né il y a quelques années et qui est très 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 dynamique. D'ailleurs, nous avons reçu les amis de Loctudi à Saint-Jacques-de-Compostelle récemment et ils ont fait le voyage dans les deux sens. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai que certains sont un petit peu morts. On peut citer aussi peut-être les jumelages au niveau institutionnel, universitaire, par exemple Rennes, Saint-Jacques-de-Compostelle, que nous aimerions redynamiser, puisqu'il existe au niveau des professeurs. D'ailleurs, il y a eu des publications très importantes au niveau de recherche, par exemple, sur le thème de la mort en Galice et en Bretagne. Et au niveau donc de l'université, c'est vrai que ces échanges fonctionnent bien. Mais on aimerait approfondir, de même que au niveau du sport. Par exemple, nous avons aussi des équipes de sport de foot gaélique à Saint-Jacques-de-Compostelle et nous demandons aussi une sélection galicienne. Donc, ce serait une bonne occasion. Et aussi les rencontres des embarcations traditionnelles donc récemment nous avons reçu les amis du Synago dans un petit port qui à Ribeira qui a célébré donc ces embarcations elle a lieu tous les ans et dans les deux sens. Les personnes qui préservent donc la Dorna, qui est une embarcation traditionnelle galicienne, sont venues ici donc dans le golfe du Morbihan le mois dernier. Donc il y a différents terrains sur lesquels on peut travailler. Et je pense que au niveau des jumelages, le petit point que je voulais rajouter, c'est il y a une dimension européenne. Il y a comment dirais-je les jumelages surtout pour les pays européens. C'est un vecteur d'intégrité au niveau de la citoyenneté de nos pays, de notre citoyenneté européenne qu'il faut mettre également en valeur et ce qui nous permettrait peut-être à un moment donné d'aller peut-être au-delà de juste la relation entre deux pays, mais peut-être d'inclure aussi des connexions avec d'autres pays, que ce soit la Belgique, la Galice ou l'Écosse, etc. Mais donc, je pense que c'est quelque chose, c'est dans ce sens-là qu'il faut évoluer et puis écouter les jeunes, écouter ce qui se passe, donc se mettre un petit peu au goût du jour. Mais les gens commencent à venir un peu plus naturellement. Donc, ce côté vieillissant, en tout cas, moi, de notre côté, on le voit un petit peu et s'efface un peu plus si on commence à voir des gens qui commencent à venir vers nous et nous dire, voilà, on serait intéressé à faire ceci, cela. Donc, il y a un futur. Ouais, et pour ce but aussi de l'association de Galice, on veut améliorer la communication. Avant, on avait un ferry, mais maintenant, c'est vrai, c'est assez difficile d'y arriver. On a mis 2 jours pour arriver Saint-Jacques-de-Compostelle-Bretagne, parce que c'est aussi très difficile en avion. Du coup, pour la fin de améliorer aussi les jumelages et aussi Erasmus+, ou l'université et même les échanges scolaires primaires et secondaires, Nous voulons
Nous voulons. C'est comment? Nous voulons un ferry. Je le redis à chaque fois que j'ai un micro dans la main, si c'est possible, de faire quelque chose. S'il y a quelqu'un dans la salle qui peut faire quelque chose, par exemple, La Corogne, Nantes ou Brest ou Vigo, ça nous irait aussi. Voilà. Ce serait très bien. On a déjà parlé avec Carlos Nunez, qui est d'accord. Bon, la demande a été entendue en tout cas. Et il nous reste un tout petit peu de temps pour des questions. Morwen, je te regarde. Précisément, il vous reste 6 minutes. Ça va. Alors, il y a besoin d'un micro peut-être. Là, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, là-bas. Bonjour à toutes et à tous. Merci Adélis pour l'animation de cette table ronde. J'interviens à l'invitation de Yann Rivalin. J'ai envie de trouver un nouveau nom au colloque. C'est Yann Rivalin, une chance pour les Bretons du monde. Donc voilà, j'en profite pour te remercier à nouveau. On s'était rencontrés en 2021, il me semble bien, et vraiment c'est formidable ce que fait la région. Jacques Vaguerès apparemment s'est absenté quelques secondes, mais je compte sur vous pour lui passer mon message. Donc moi je me présente, je suis Anne Evenou, je vis à Shanghai en Chine, donc depuis 1998, et depuis 15 ans je m'implique énormément dans la vie de la communauté bretonne de Shanghai, qui est importante. Il y aurait beaucoup de choses à dire, quelques petits points en rappel de je pense ce qu'on fait tous, sachant que le contexte chinois est un petit peu particulier, parce que ne serait-ce que les associations ne sont pas vraiment tolérées dans ce pays, donc on essaie de contourner un petit peu les règles, mais effectivement de s'appuyer sur la culture, d'amener du business aussi. Ça, je crois que c'est vraiment important. Les deux marchent bien ensemble. De donner la parole aussi aux Bretons qui parfois sont un petit peu dans l'ombre, parce qu'ils travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps de se rencontrer, et puis surtout d'apporter beaucoup là en l'occurrence de Chinois et d'autres communautés présentes. Moi, j'ai créé très rapidement, en tant que présidente de l'association, j'avais créé un collectif de musiciens à Shanghai, non bretons, vraiment, pour qu'on puisse avoir des musiciens en permanence qui ne nous coûtent pas cher. Effectivement, la question économique se pose, et pour faire vivre l'association, j'ai failli être expatriée à New York, donc quand j'étais plus petite. Donc c'est vrai que je vous ai regardé comme un phare depuis Shanghai, où vous m'avez bien accueilli d'ailleurs dans les années 2016, j'étais passée à New York. Et puis voilà, on a reçu Tara aussi, la fondation Tara à Shanghai. Il y a beaucoup d'événements. Comme on le disait, il faut que ça évolue tout le temps. Donc là, on continue d'animer. On a eu le Bagat de Lorient. On a eu la chance d'avoir le Bagat de Lorient l'année dernière. Et puis surtout, dans le cadre du jumelage, du 40e anniversaire du jumelage entre la région du Shandong, qui est très loin de Shanghai, malheureusement, mais la province du Shandong avec la Bretagne, c'était le 40e anniversaire. On avait la chance d'avoir Yann, qui était aussi à Shanghai, et puis des élus et des représentants de la région dans le Shandong. Donc merci de votre soutien. Bravo à, j'ai envie de dire, tout ce qu'on fait tous partout dans le monde, et on continue avec cette belle énergie. Merci. Merci. Alors, il reste une petite question là-bas. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'est très enrichissant. Oui, bonjour, je voudrais plaider pour un secteur qui, je crois, est un petit peu abandonné dans tous ces jumelages et ces relations européennes. C'est le secteur du livre. Il y a eu un moment, effectivement, la région Bretagne était présente dans les foires de Francfort, les foires de Bruxelles, les foires de Paris, etc. Elle ne l'est plus, et toutes ces relations-là, c'était des traductions dans d'autres langues. J'ai moi-même vécu dans les années 2000 la chance d'avoir des Guignets traduits en tchèque, en anglais,
en allemand et en italien. Et je crois que c'était une façon de faire vendre la Bretagne à l'extérieur, que la littérature bretonne puisse être lue à l'extérieur. Alors il y a un programme de la région Bretagne actuellement qui est très intéressant, qui est soutenu par la région Bretagne, qui est la traduction en breton des grandes œuvres de la littérature mondiale. Donc on peut lire Joyce en breton, Kafka, Weiss, etc. Et je trouve que c'est très intéressant. Et je trouve que pour les gens qui travaillent, qui sont les Bretons dans d'autres pays, c'est intéressant que la littérature bretonne puisse être traduite dans les langues de ces pays-là, parce que c'est quelque chose qu'on peut offrir aux gens qui nous accueillent dans ces pays-là. Et je crois qu'il y aurait, j'allais dire, une politique à mettre en place de traduction de la littérature bretonne, qu'elle soit en français, en gallo, en breton, dans d'autres langues, de façon à ce que ça serve en fait de carte de visite un petit peu de ce qui se fait en Bretagne, un petit peu partout dans les autres pays. Voilà, c'était une intervention que je voulais faire. Merci beaucoup pour cette intervention et cette observation, puisque nous, depuis la Galice, c'est un thème qui nous intéresse aussi beaucoup. Récemment, un livre a été traduit par Neil Baxter, également l'auteur du livre de langue bretonne, de Mich Beyer. Donc c'est un roman de Mich Beyer plutôt dirigé à la jeunesse. Et également, dans l'autre sens, un roman de Made in Galicia de Setchu Sende a été aussi traduit. Seulement des chapitres, parce que c'est vrai que c'est pas si facile de le faire. Mais nous avons des petites maisons d'édition aussi qui travaillent donc au niveau coopératif, comme Rinoceronte, qui a traduit récemment La sirène de Reparzemon, donc qui peut être acheté donc en ligne aussi. Et donc c'est très intéressant. Et nous avons un projet de livre aussi, donc dans l'autre sens, c'est-à-dire un livre galicien qui va être traduit. Donc ça va être en français, breton, galicien. Ça va être trilingue. Tu veux expliquer? Nous avons ici. Oui, la brochure, c'est ça. Et c'est c'était un auteur, un écrivain galicien des plus importants de notre littérature. Il était aussi politique et artiste. Et il s'appelle Castelao. Et lui, il est venu en Bretagne pour faire le deuil quand son fils est mort. Alors lui et sa femme Virginia, ils sont venus en Bretagne. Lui, en tant qu'artiste aussi, il a dessiné les calvaires et les croix de Bretagne, mais galicien. Lui, c'est Castelao, il est galicien, non? Et après, en Galice, il a fait pareil. Et c'est un livre que maintenant, il est épuisé, alors il n'existe plus. Et de l'association, on a repris, alors à partir de son œuvre, faire un itinéraire, un livre de voyage, suivant ses pas. Et aussi un film. Il y a un film aussi de son époque, justement en Bretagne, pour voir aussi l'importance de Bretagne en Galice, non? Et le film, vous pourrez le voir aussi traduit et sous-titré en français et en breton. À la télé et au cinéma. Je n'ai plus de micro. Merci beaucoup pour ces dernières précisions. Bon, on aura de quoi regarder, lire, c'est chouette. Et ça, c'est gratuit. Bon, très bien. Alors, ça y est, non? Vous m'entendez? On n'a plus du tout le temps. Oh, ça y est, je suis de retour parmi vous pour vous dire que c'est terminé cette table ronde, malheureusement.